Je m'appelle Juliette Moreau et la nuit où ma vie s'est scindée en deux a commencé par une blague. Quand j'avais 18 ans, ma mère disait à ses amis que j'étais l'erreur de la famille. Mon père Harry m'a pointé du doigt à travers la salle à manger et a dit « Elle est le 1%, comme si j'étais une statistique défectueuse, pas sa fille. » La table a explosé de rire. Les verres de champagne tintaient. Quelqu'un a même essuyé une larme de ses yeux tellement il riait fort. Je me tenais là, tenant un plateau d'amuse-gueule qu'elle m'avait fourré dans les mains, vêtu d'une robe bon marché achetée avec mon propre salaire, tandis qu'ils se servaient de moi comme de leur divertissement. Je n'étais pas une invitée à cette soirée. J'étais la chute de la blague. Personne ne savait que 2 semaines plus tôt, j'avais secrètement vérifié mon compte d'épargne pour l'université et l'avais trouvé vide. Personne ne savait que j'avais surpris leur conversation, ne vous inquiétez pas pour elle. Elle trouvera bien une solution. Elle trouve toujours. Ce soir-là, quand ma mère a levé les yeux au ciel et a ajouté « On a essayé avec elle, mais tout le monde n'est pas né pour gagner », quelque chose en moi a finalement craqué. Je n'ai pas pleuré devant eux. Je n'ai pas crié. J'ai juste attendu que la dernière voiture soit partie, je me suis glissé dans ma chambre et j'ai fait un sac à dos avec 3 t-shirts, une paire de chaussures de travail et les 50 € que j'avais cachés dans une enveloppe. J'ai quitté ma maison à 1h17 du matin, j'ai marché devant les pelouses impeccables et les lumières des Porsche, et je n'ai pas regardé en arrière. Pendant 9 ans, je suis resté parti. J'ai construit une nouvelle vie brique par brique jusqu'à la nuit où quelqu'un a tambouriné à la porte de mon appartement et que j'ai entendu les voix que j'avais juré de ne plus jamais entendre, crépitant à travers le bois. Il faut qu'on parle. Ouvre, s'il te plaît. Avant que je vous raconte ce qu'ils voulaient et comment je leur ai répondu, dites-moi dans les commentaires quelle heure il est chez vous et de quel pays vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire d'erreur familiale voyage. 9 ans plus tard, je n'étais plus cette fille effrayée avec un sac à dos. J'avais 27 ans, je vivais dans un petit appartement de 2 pièces mais solide, du côté industriel de Toulouse. Au lieu d'une chambre universitaire, j'étais entré dans la vie par la grande porte, à travers les chantiers, les ceintures à outils et les alarmes de 5 heures du matin. J'ai commencé comme la gamine que personne ne voulait dans l'équipe, la fille qui n'avait pas l'air capable de porter une échelle, et j'ai travaillé dur pour devenir une électricienne certifiée. Alors que mes parents se vantaient de l'avenir prometteur de mon frère, c'était moi qui installais le câblage des hôpitaux, des écoles et des tours de bureaux, regardant des bâtiments entiers s'illuminer parce que j'avais fait les bons calculs. Mes journées commençaient avant le lever du soleil sur des chantiers poussiéreux et se terminaient par des cours du soir à l'école technique en centre-ville. J'ai appris à lire des plans, à calculer les charges, à dépanner des tableaux électriques, et plus important encore, à être la personne sur qui les autres comptaient quand tout s'éteignait. Finalement, j'ai obtenu ma licence et j'ai grimpé plus haut. Littéralement, j'ai rejoint une équipe commerciale qui travaillait sur des projets de grande hauteur. Être suspendu aux côtés d'un immeuble de 30 étages dans un harnais, transpirant en plein été toulousain, me semblait plus sûr que le salon de mes parents ne l'avait jamais été. À 25 ans, j'avais été promu chef d'équipe électricienne sur des projets plus petits. À 26 ans, j'avais un associé, un ingénieur calme et brillant qui croyait assez en moi pour lancer Moreau et Dubois Solutions électriques. Nous nous spécialisions dans les systèmes complexes de bâtiments intelligents, des choses qui nécessitaient cerveau et mains stables, pas seulement de la force brute. Nous embauchions des apprentis qui me rappelaient moi à 18 ans, fauchés, sous-estimés, affamés. 2 fois par mois, je faisais du bénévolat dans un centre communautaire, enseignant la sécurité électrique de base et les réparations domestiques à des adolescents qui pensaient que leurs seules options étaient la restauration rapide ou les ennuis. Je leur disais ce que personne ne m'avait jamais dit, apprendre un métier n'est pas un prix de consolation. C'est le pouvoir, littéralement et au sens figuré. Sur le papier, ma vie était bonne. Une entreprise en croissance, un peu d'argent de côté, un vieux pick-up qui fonctionnait parce que je savais le réparer moi-même. Mais il y a quelque chose que les gens ne vous disent pas sur le fait de fuir une famille toxique, votre corps peut partir bien avant que votre esprit ne suive. Certaines nuits, même après une journée de 12 heures, je restais allongé dans mon obscurité, fixant le plafond, entendant les échos de cette fête. Erreur familiale, 1%. Peu importait le nombre de bâtiments que j'avais câblés ou d'inspections que j'avais réussi, une petite partie obstinée de moi se demandait toujours si je ne faisais pas semblant. Si vous êtes passé au sans contact et que vous entendez toujours la voix de votre famille dans votre tête, vous savez exactement ce que je veux dire. Les choses ont changé le jour où un dossier épais est arrivé sur mon bureau. C'était un appel d'offres pour un développement de maisons de ville de luxe dans une banlieue de Toulouse.
Au plafond, salle multimédia, bureau à domicile. L'ensemble de la brochure ressemblait à la vie que mes parents vénénaient autrefois. Le nom du lotissement m'a serré l'estomac. Les domaines de la colline. Je n'avais pas pensé à cet endroit depuis des années, mais un coup d'œil au plan du site et ma peau s'est hérissée. La route d'accès principale passait juste devant une impasse que je connaissais mieux que n'importe quel plan, la rue où j'avais grandi. Pendant une minute, j'ai juste fixé la carte, mon stylo gelé dans ma main. Je pouvais pratiquement voir l'itinéraire exact que ma moi de 18 ans avait emprunté cette nuit-là, le sac à dos me rentrant dans les épaules tandis que les arroseurs crépitaient sur des pelouses parfaites. Ça va, a demandé mon associé, en passant la tête dans mon bureau. J'ai forcé un sourire. Oui, juste une zone familière. Nous avons soumis l'offre de toute façon, pas parce que je voulais y retourner, mais parce que mon entreprise avait besoin de contrats comme celui-ci pour passer au niveau supérieur. Quand le promoteur a accepté notre proposition, je me suis dit que ce n'était qu'un projet de plus. Acier, conduit, horaire, chiffres, pas d'émotion. La première fois que j'ai conduit là-bas, j'ai failli faire demi-tour à la sortie d'autoroute, mais je ne l'ai pas fait. J'ai traversé des rangées de maisons à ossature incomplète jusqu'à ce que j'atteigne la remorque du bureau portable, je me suis inscrite et j'ai commencé à travailler. Plus tard, en vérifiant les registres fonciers pour les calculs de charges, la curiosité a pris le dessus sur la peur. J'ai tapé l'ancienne adresse de mes parents. Ce qui est apparu n'était pas ce à quoi je m'attendais. La maison était toujours à leur nom, mais à peine. Multiples refinancements, une deuxième hypothèque, une ligne de crédit immobilier maximale et en défaut de paiement. Des pages de privilèges. Ma poitrine s'est serrée, non pas de sympathie, mais avec une reconnaissance froide et vive. Les mêmes personnes qui m'avaient dit un jour « Nous ne paierons pas pour l'école technique, tu es censé viser plus haut », avaient siphonné chaque centime de capitaux propres de leur maison, et n'avaient toujours pas pris contact avec moi, ni pour s'excuser, ni pour demander comment j'allais. Rien. J'ai creusé plus loin et j'ai trouvé quelque chose qui a fait trembler mes doigts sur le clavier. Un bordereau de retrait de l'année de mes 18 ans, du compte intitulé Fonds universitaires Juliette. Le solde exact qui avait mystérieusement disparu lorsque je l'avais vérifié. Il était là en noir et blanc avec une note dans la ligne mémo, urgence familiale pour R, l'initiale de mon frère. Ce n'était donc pas une erreur bancaire. Ce n'était pas l'inflation ou des frais, comme mon père l'avait une fois éludé. Ils avaient pris mon avenir et l'avaient transformé en son sauvetage. En retournant à Toulouse, alors que le soleil se couchait derrière les toits à moitié terminés, j'ai réalisé quelque chose d'important. Ils ne m'avaient pas seulement traité d'erreur. Ils avaient investi dans cette idée. Ils avaient mis de l'argent derrière elle. Et maintenant, les chiffres les rattrapaient. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. J'avais fini avec eux. Ils n'étaient que des noms sur un rapport de taxe foncière. Mais tard dans la nuit, lorsque mon téléphone vibrait avec une notification aléatoire, mon cœur sursautait toujours. Je jetai un coup d'œil à l'écran, m'attendant à voir un numéro que je reconnaissais. Pendant 9 ans, ils étaient restés silencieux. Pas d'appel, pas de mais, pas de « nous sommes fiers de toi ». Et puis, un mercredi ordinaire. Le silence prit fin. Le premier signe fut un email qui atterrit dans la boîte de réception de mon entreprise. L'objet n'était que mon nom complet, comme une étiquette. Juliette Moreau. Le corps était une adresse générique, rien qui ne criait famille. Mais le message m'a frappé comme une surtension. Juliette, c'est ta mère. Nous avons trouvé ton entreprise en ligne. Il faut qu'on parle. C'est urgent. Il y avait un numéro de téléphone que je n'avais pas vu depuis près de 10 ans. J'ai fixé l'écran assez longtemps pour que le curseur cesse de clignoter. Puis j'ai fait ce que la Juliette d'il y a 9 ans n'aurait jamais cru possible. J'ai archivé l'email sans répondre. Ce soir-là, un message vocal est apparu sur mon téléphone personnel. D'une manière ou d'une autre, ils avaient aussi trouvé ce numéro. Jess, c'est papa. Je sais que tu es en colère. Nous le méritons, mais s'il te plaît, rappelle-nous. Nous avons besoin de ton aide. Sa voix semblait plus vieille, plus faible, avec un râle que je ne reconnaissais pas. Je l'ai écouté une fois, l'ai supprimé et suis retourné à noter des dessins. Le déni est puissant. Vous pouvez vous convaincre que si vous ne répondez pas, le problème n'existe pas. 2 jours plus tard,
quelqu'un a appuyé sur la sonnette de mon appartement assez fort pour faire vibrer le câblage. J'étais assise sur le canapé avec une assiette de restes de plats AM. Portée sur mes genoux quand la sonnerie a retenti encore et encore, suivie de coups frappés lourds. Ma fourchette s'est figée à mi-chemin de ma bouche. Personne ne passait jamais me voir sans prévenir. Tous mes amis envoyaient un SMS d'abord. Mes voisins frappaient normalement. Ces coups étaient désespérés. « Juliette, nous savons que tu es là. » La voix a percé la porte. Émotionnelle, sans aucun doute la voix de ma mère. Un autre coup. Puis la voix de mon père, rugueuse sur les bords. « Il faut qu'on parle. Ouvre, s'il te plaît. » Les mots de mon propre crochet, ceux que je n'avais entendus que dans mes souvenirs, se déroulaient soudainement sur mon palier. J'ai posé mon assiette avec des mains tremblantes et j'ai marché vers la porte comme si je marchais vers un tableau électrique dont je n'étais pas sûr qu'il était hors tension. Je pouvais voir leurs ombres sous le seuil, 2 silhouettes là où il y en avait 4. Pas de frères. J'ai actionné le verrou et j'ai entrouvert la porte juste assez pour voir leur visage. Les personnes qui se tenaient là n'étaient pas les hôtes brillants de la fête d'il y a 9 ans. Le temps avait été actif. Les cheveux de mon père étaient plus gris que bruns. Ses épaules étaient affaissées comme s'il portait un poids invisible. Le maquillage de ma mère ne pouvait pas masquer les lignes profondes gravées autour de sa bouche. Ni la façon dont ses yeux balayaient mon appartement comme si elle vérifiait si le succès avait une odeur. « Bonjour », dis-je, ma voix neutre. Pas de câlin, pas de larmes, juste ce mot. La lèvre de ma mère a tremblé. « Jess, tu as l'air différente. » « C'est ce qui arrive quand on grandit », ai-je répondu. « Que voulez-vous » Mon père s'est éclairci la gorge, a jeté un coup d'œil à la caméra de sécurité au-dessus de ma porte et a baissé la voix. « On peut entrer, s'il te plaît ? Ce n'est pas quelque chose qu'on peut discuter ici. » Chaque instinct de survie en moi criait non. Chaque muscle se souvenait d'avoir 18 ans et n'avoir aucun pouvoir devant ces deux personnes. Mais je n'avais plus 18 ans. C'était ma maison, mes règles, ma vie. Je me suis reculé juste assez pour qu'il soit clair qu'ils entraient dans mon espace selon mes conditions. 10 minutes, dis-je, et vous ne touchez à rien. Ils ont acquiescé comme des accusés entrant dans une salle d'interrogatoire. Et pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé que c'était moi qui tenais le marteau. Ils se sont assis à ma petite table de cuisine comme si c'était une salle d'interrogatoire. Pas de centre de table chic, pas de nourriture traiteur, juste une tasse ébréchée d'eau et une pile de dossiers que j'avais sortis de mon sac dès l'instant où j'avais décidé de les laisser entrer. Pendant 1 minute, personne n'a parlé. Les yeux de ma mère ont parcouru l'appartement, les bottes de travail près de la porte, la licence d'électricien encadrée sur le mur, la pile de codes électriques sur le comptoir. « Alors, c'est là que tu as été ?» a-t-elle dit, comme si elle évaluait une chambre d'hôtel qu'elle n'aimait pas vraiment. À travailler avec des fils. L'ancien ricanement était toujours là, plus doux, mais familier. Mon père lui a lancé un regard et a pris la parole. « Juliette, nous ne sommes pas ici pour juger tes choix. Nous sommes ici parce que nous avons besoin de ton aide. » Je me suis penché en arrière sur ma chaise. « Vous avez eu 9 ans pour avoir besoin de mon aide. Vous n'avez pas appelé quand je dormais dans un pick-up emprunté. Vous n'avez pas appelé quand je travaillais 16 heures et que je mangeais des sandwichs de station-service. Pourquoi maintenant ?» Mon père a expiré, les épaules affaissées. Parce que les choses sont devenues difficiles. La maison, j'ai vu les privilèges, les jeux coupés. Leurs 2 têtes ont pivoté vers moi. J'ai tapé sur le dossier devant moi. Enregistrement public, multiples refinancements, 2e hypothèque, prêt immobilier maximal. Vous avez siphonné chaque centime de cet endroit. C'était votre choix. Ma mère s'est raidie. Nous devions aider ton frère, son entreprise. Vous voulez dire l'entreprise pour laquelle vous avez vidé mon fonds universitaire ? J'ai glissé une copie imprimée du bordereau de retrait sur la table. Son fond de teint n'a pas pu cacher la façon dont son visage est devenu pâle. Tu n'étais jamais censé voir ça, a-t-elle murmuré. Exactement, ai-je dit. Vous m'avez traité d'erreur familiale devant toute une salle de gens, puis vous avez discrètement encaissé mon avenir pour couvrir le véritable espoir de la famille. Et maintenant, vous êtes ici, alors passons à la partie où vous me dites ce que vous voulez. Mon père a dégluti difficilement. La banque est en train d'appeler la note. Nous sommes en retard sur tout.
Si nous perdons la maison, nous perdons tout. La réputation de ta mère à l'église, ma position auprès des clients, notre retraite. Nous avons juste besoin de quelqu'un avec un bon crédit et un revenu stable pour se porter garant d'un prêt de restructuration. Tu as une entreprise maintenant. Ils ont dit, si tu signes, nous pouvons sauver la maison. L'audace aurait été amusante si elle n'avait pas été si familière. Alors, laissez-moi comprendre, dis-je lentement. Vous voulez que moi, l'erreur familiale, m'associe légalement à la dette que vous avez créée pour sauver la maison dont vous avez volé mon fonds universitaire pour la protéger, après m'avoir ignoré pendant près d'une décennie. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Nous savons que nous t'avons fait du mal. Nous étions sous tellement de pression à l'époque. Ton frère avait besoin de nous. Nous ne pensions pas que tu partirais vraiment. Nous pensions que tu passerais à autre chose. C'est ça le problème, dis-je, ma voix basse. Vous n'avez jamais réfléchi. Vous ne m'avez jamais assez respecté pour imaginer que je pourrais me choisir. Je pouvais sentir la colère vibrer sous ma peau, mais je gardais un ton stable. Des années à gérer des tensions électriques dangereuses m'avaient appris à garder mes mains calmes même lorsque mon cœur battait la chamade. J'ai construit cette vie sans vous. Chaque licence, chaque contrat, chaque euro, je l'ai gagné sans votre aide. Vous ne m'avez pas seulement laissé tomber. Vous m'avez activement saboté et vous vous en êtes moqué. Mon père s'est penché en avant, le désespoir dans la voix. Nous nous excusons maintenant. Cela ne compte-t-il pas pour quelque chose? J'ai maintenu son regard. Des excuses, ce sont des mots. Les conséquences, ce sont des actions. Vous êtes venu ici parce que vous avez peur de perdre votre maison, pas parce que vous avez soudainement réalisé que je méritais mieux. Le silence s'est installé lourdement entre nous. Dehors, un camion est passé en grondant. Quelqu'un à l'étage a claqué une porte. Dans ma cuisine, le temps semblait s'être épaissi. Voici ce que je suis prête à faire, dis-je enfin. J'irai avec vous à la réunion bancaire. J'écouterai. Je poserai des questions, mais je ne promets pas de signer quoi que ce soit. Et avant que cela n'arrive, avant toute décision d'adulte concernant la dette ou les maisons ou les avenirs, vous allez vous asseoir là et écouter ce que cela m'a réellement coûté de sortir de votre porte d'entrée avec 50 € et un sac à dos. Pas d'interruption. Pas de nous avons fait de notre mieux. Juste écoutez. Si vous ne pouvez pas gérer ça, vous pouvez partir maintenant et emporter votre saisie immobilière avec vous. Ma mère a ouvert la bouche pour argumenter, puis l'a refermée. Pour la première fois de ma vie, elle semblait sincèrement incertaine d'elle-même. D'accord, dit-elle doucement. Parle. Alors, je l'ai fait. Je leur ai parlé des nuits où je dormais dans le pick-up d'un collègue parce que je ne pouvais pas payer à la fois le loyer et l'essence. De m'être fait électrocuter sur un chantier parce qu'un gars plus âgé avait oublié de couper un disjoncteur et avait trouvé amusant de regarder la fille tressaillir. D'avoir étudié à la lumière d'une lampe frontale parce que l'électricité de ma chambre avait été coupée 3 fois en un an. J'ai regardé leur visage alors qu'ils entendaient pour la première fois ce que leur blague à cette fête avait déclenché. Quand j'ai eu fini, ma mère s'est essuyé les yeux. Nous avions tort, dit-elle d'une voix rauque. Nous avons été cruels. J'aimerais pouvoir revenir en arrière. Je croyais qu'elle le souhaitait. Je ne croyais pas qu'elle voulait changer assez pour agir en conséquence. Vous pourriez avoir une chance, dis-je, mais pas de la manière dont vous le pensez. Après leur départ, mon appartement semblait trop silencieux. J'ai envoyé un SMS à la seule personne qui avait gagné le droit d'être aux premières loges de mon désordre. Maya, j'ai besoin de toi, ai-je écrit. C'est à propos de mes parents. 20 minutes plus tard, ma meilleure amie était sur mon canapé en leggings et un sweat à capuche trop grand, une pinte de glace dans une main et un bloc-notes dans l'autre. D'accord, dit-elle en cliquetant un stylo. Raconte-moi tout. Et oui, j'ai apporté des snacks et du papier. Nous n'allons pas aborder ça sans préparation. Je lui ai raconté les emails, le message vocal, la confrontation dans la cuisine, la demande bancaire. Elle écoutait, ses sourcils se fronçant à chaque détail. Donc, ils veulent que tu attaches ton bon crédit à leur navire qui coule, résuma-t-elle. Classique. Ce sont mes parents, dis-je, détestant à quel point ma voix semblait petite. Une partie de moi a l'impression que je devrais aider. Une autre partie veut regarder la banque prendre la maison et leur envoyer une carte de bonne chance. Maya a penché la tête.
Qu'est-ce que tu veux vraiment, Jess? Pas ce qu'une bonne fille est censée faire. Toi. La question est restée entre nous comme un fil dénudé. J'ai pensé à cette fille de 18 ans à la fête, les poignets douloureux à force de porter des plateaux pendant que tout le monde riait. J'ai pensé aux adolescents au centre communautaire griffonnant des notes pendant que je leur apprenais à ne pas mettre le feu à leur maison, en remplaçant des prises. J'ai pensé au nombre de fois où j'avais dit aux autres, tu n'es pas obligé de t'enflammer pour réchauffer quelqu'un d'autre. Je veux qu'ils ressentent ce que j'ai ressenti, ai-je admis. Pas physiquement. Je ne veux pas qu'ils aient mal. Je veux qu'ils comprennent enfin qu'on peut perdre des gens, que les actions ont des conséquences, qu'on ne peut pas jouer avec la vie de ses enfants et ensuite s'attendre à un sauvetage. Maya a hoché la tête lentement. Donc, tu ne veux pas vraiment de vengeance. Tu veux de la responsabilité et des limites? J'ai dit, et pour une fois, je veux que les calculs correspondent. Elle a tapoté son stylo contre le bloc-notes. Alors, il te faudra plus que des émotions. Il te faut des informations. Il te faut un autre témoin. As-tu parlé à ton frère? La question a vidé l'air de mes poumons. Nous n'avions pas vraiment parlé depuis des années. La dernière chose que j'avais entendue, c'était que son entreprise avait fait faillite. Il ne l'avait jamais dit à voix haute, mais j'avais vu un dépôt en ligne. Je pensais qu'il le protégera jusqu'au bout. Trouve-le, dit Maya simplement. Si tu veux briser un cycle, il est utile de savoir à quel point il est profond. Cette nuit-là, j'ai fouillé de vieux messages jusqu'à ce que je trouve un numéro étiqueté « Ryan, ne pas répondre ». Mon pouce a plané au-dessus du bouton d'appel. Puis j'ai appuyé. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Allô? Sa voix était plus grave, plus lente. Pendant une seconde, aucun de nous n'a parlé. C'est Jess, dis-je. J'ai entendu dire que maman et papa ont des problèmes. Une longue expiration a crépité dans le haut-parleur. Ouais, dit-il enfin. Ils en ont, et je pense qu'il est temps que quelqu'un d'autre que leur dise non. Nous nous sommes rencontrés dans un petit restaurant bon marché au bord de l'autoroute, de ceux avec des menus collants et du café à volonté. Ryan est entré vêtu d'une chemise boutonnée usée et avec des yeux fatigués. Il s'est glissé dans la banquette en face de moi et n'a pas perdu de temps avec les politesses. Ils ont pris ton fonds universitaire, dit-il doucement. Je les ai suppliés de ne pas le faire. Ils l'ont fait quand même. Ils m'ont dit que tu ne l'utiliserais jamais, que tu abandonnerais probablement ou que tu te marierais avant d'avoir fini. Quand tu es parti, ils ont dit à tout le monde que tu étais parti avec un gars et qu'ils étaient dévastés. Mon estomac s'est retourné. Ils ont dit aux gens que j'avais abandonné. Il a hoché la tête. Ils ont joué les victimes à fond. L'église, les voisins, les clients de papa. Ça leur a valu de la sympathie et de l'argent. Il a sorti son téléphone de sa poche et l'a fait glisser sur la table. Des captures d'écran, des emails, une demande de carte de crédit à moitié remplie à mon nom datant d'il y a des années, arrêtée seulement parce que le système avait signalé l'inadéquation d'adresse. Ils ont aussi essayé d'ouvrir du crédit à ton nom, a-t-il dit. Quand ça n'a pas marché, ils se sont plaints de ton ingratitude d'être parti et de leur avoir laissé toute la responsabilité. La chaleur a flammé derrière mes yeux. Pas parce que j'étais surprise, mais parce que je ne l'étais pas. Ryan m'a regardé, puis a soupiré. Je ne suis pas là pour les défendre. J'ai permis beaucoup de choses. J'ai trop longtemps cru à l'histoire de l'enfant d'or. Mais quand mon entreprise a fait faillite et qu'ils ont recommencé à parler de refinancer la maison, j'ai réalisé quelque chose. Il se moque de qui se noie tant que l'image survit. Il s'est penché en avant, sa voix baissant. Si tu te portes garante de ce prêt, ils t'entraîneront avec eux, et ils continueront à parler de toi comme si tu étais le problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait, ai-je demandé. Pour la première fois depuis qu'il s'était présenté à ma porte, j'ai dit nous. La réponse de Ryan était simple. Nous arrêtons de jouer selon leurs règles. Au moment où le café fut terminé, nous avions un plan. Pas pour les humilier à l'église ou les dénoncer en ligne. Ce n'est pas mon style. Notre plan était plus discret, plus affûté. Nous irions ensemble à la réunion bancaire. Nous écouterions. Et puis, devant un tiers neutre qui ne se souciait que des faits et des signatures, nous dirions la vérité sur le fonds universitaire, les tentatives de crédit, les mensonges qu'ils avaient racontés pour protéger leur image.
Et nous refuserions tous deux de signer quoi que ce soit. Pas par mépris, mais par autopréservation, action, conséquence. Pour une fois, l'équation serait honnête. La réunion bancaire s'est tenue dans une salle de conférence avec un mauvais éclairage fluorescent et une vue sur le parking. Mes parents étaient assis d'un côté de la longue table, serrant une pile soignée de papier dans leurs mains. Ryan et moi étions assis de l'autre, séparés d'eux par un bloc-notes, un verre d'eau et 9 années très bruyantes. L'unique responsable, une femme d'une quarantaine d'années avec des yeux fatigués et un tailleur plus soigné que ce que la pièce méritait, a cliqué sur son stylo et est allé droit au but. Monsieur et Madame Moreau, nous avons examiné votre demande. Comme nous l'avons discuté au téléphone, votre ratio revenu-dette est difficile. Faire venir votre fille comme co-garante pourrait améliorer vos chances, mais j'aurai besoin de son consentement. Aujourd'hui, il s'agit de s'assurer que tout le monde comprend les risques. Mon père m'a souri, le même sourire qu'il donnait à ses clients. Nous le comprenons. Juliette comprend que la famille s'entraide. J'ai croisé son regard. En fait, c'est ce dont nous sommes ici pour parler. Pendant les 10 minutes suivantes, la responsable du prêt nous a expliqué les chiffres. Paiement manqué, intérêt croissant, le calendrier de la saisie si le prêt n'était pas approuvé. Ma mère s'est tamponnée les yeux avec un mouchoir, jetant un coup d'œil à la responsable toutes les quelques secondes pour s'assurer que ses larmes étaient remarquées. Quand la femme s'est finalement tournée vers moi et a dit « Alors, Juliette, êtes-vous prête à assumer la responsabilité légale si vos parents font défaut ?» La pièce est devenue si silencieuse qu'on pouvait entendre le bourdonnement du panneau de sortie. Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, j'ai ouvert un dossier et j'ai glissé une photocopie sur la table. Avant de répondre à cela, je pense qu'il manque un peu de contexte. En haut de la pile se trouvait le bordereau de retrait de mon fonds universitaire. En dessous se trouvaient les registres fonciers montrant chaque refinancement. Derrière cela, une impression de la tentative de demande de carte de crédit à mon nom. Quand j'avais 18 ans, mes parents ont vidé mon compte universitaire sans me le dire, dis-je, ma voix ferme. Ils l'ont utilisé pour couvrir les dettes de l'entreprise en faillite de mon frère. Quand je suis parti de la maison après avoir été publiquement humilié, ils ont dit aux gens que j'étais parti avec quelqu'un et se sont peints en victime. Des années plus tard, ils ont essayé d'ouvrir du crédit à mon nom sans mon consentement. Ils ne m'ont contacté à aucun moment pour faire amende honorable jusqu'à ce qu'ils aient besoin de quelqu'un avec un bon score de crédit pour sauver cette maison. Les sourcils de la responsable du prêt se sont levés. Elle a parcouru les papiers. Le professionnalisme luttait contre l'incrédulité. Est-ce exact, a-t-elle demandé à mes parents. Ma mère a bredouillé. Nous, ce sont des décisions de famille. Nous avons fait ce que nous devions faire. Elle déforme les choses pour nous faire paraître mauvais. Pourquoi ferait-elle cela? Ryan est intervenu doucement. J'étais là, dit-il. Ils ont pris son fonds universitaire. Ils ont essayé d'ouvrir des comptes à son nom. Ils ont dit à tout le monde qu'elle les avait abandonnés. Et maintenant, ils lui demandent de réparer le désordre. Je suis leur fils, et je ne signerai pas non plus. Le visage de mon père s'est déformé. Toi aussi, a-t-il claqué. Après tout ce que nous avons fait pour toi. La mâchoire de Ryan s'est resserrée. C'est le point, papa. Tout ce que vous avez fait concernait l'apparence, pas nous en tant que personne. Vous n'avez pas investi en nous. Vous avez investi dans votre image. La responsable du prêt s'est éclairci la gorge. Je ne peux pas me prononcer sur votre dynamique familiale, dit-elle. Mais du point de vue du risque, mon travail est de m'assurer que mademoiselle Moreau comprend que se porter garante met ses actifs et son crédit en jeu si vous faites défaut. Compte tenu de ce que je viens d'entendre, je conseillerais à tout client dans sa position de procéder avec une extrême prudence. Ma mère s'est tournée vers moi, le mascara coulant. Juliette, s'il te plaît. Si nous perdons la maison, je serai humilié. Les gens vont parler. Je devrai affronter tout le monde à l'église. Nous devrons déménager dans un appartement. Nous sommes trop vieux pour recommencer. Et voilà. Pas, nous sommes désolés de ce que nous t'avons fait. Pas, nous voulons réparer les choses. Juste, je serai humilié. J'ai pensé à la Juliette de 18 ans debout dans ce salon pendant qu'il riait et m'appelait une erreur. J'ai pensé à dormir dans un pick-up, aux inspections ratées et aux longues journées, et à la première fois qu'un bâtiment était conforme parce que je l'avais fait correctement.
Vous n'êtes pas trop vieux pour recommencer, dis-je doucement. Vous êtes trop habitué à ne jamais entendre non. Mon père a frappé sa main sur la table. Tu vas vraiment laisser tes parents finir à la rue? Non, dis-je. Je vais vous laisser finir là où vos choix vous mènent. Il y a une différence. J'ai tourné vers la responsable du prêt. Je ne me porterai pas garante. La femme a hoché la tête, imperturbable. Compris. Sans co-garant et compte tenu de vos finances actuelles, je crains que nous devions refuser le prêt de restructuration. Je peux, cependant, vous mettre en contact avec un conseiller financier qui peut vous aider à planifier les prochaines étapes. Ma mère a laissé échapper un petit son choqué, comme si elle venait de recevoir une gifle de l'univers lui-même. Vous ne pouvez pas faire ça, a-t-elle murmuré. Nous sommes tes parents. Pour la première fois, je n'ai pas ressenti de culpabilité à ces mots. J'ai ressenti de la clarté. Être mes parents était censé signifier me protéger, pas vendre mon avenir au plus offrant. J'ai dit, vous m'avez appris que la famille peut être les personnes qui vous blessent le plus. J'ai dû sortir et apprendre que la famille peut aussi être les personnes que vous choisissez, celles qui se présentent sans demander ce qu'elles y gagnent. Je me suis levé en rassemblant mes papiers. Je ne fais pas ça pour vous punir. Je fais ça parce que j'ai passé 9 ans à nettoyer le désordre que vous avez fait de ma vie, et je ne laisserai pas vous en faire un autre en mon nom. Ryan s'est levé avec moi. Je t'aiderai à déménager, a-t-il dit. Je serai là quand la maison partira, mais je ne serai plus ton bouclier. Nous sommes sortis ensemble, les laissant dans une pièce pleine de conséquences. Épilogue quelques mois plus tard, j'ai doublé les domaines de la colline en allant à une réunion de chantier. L'ancienne maison n'était plus au nom de mes parents, vendue aux enchères à un couple tranquille qui mettait des plantes en pot sur le porche au lieu de l'orgueil. Mes parents avaient fini dans un appartement modeste de l'autre côté de la ville. Ils ont dû faire face aux gens à l'église. Ils ont dû gérer les murmures. Mon père a eu un petit problème de santé qui l'a finalement poussé à suivre une thérapie. Ma mère l'a rejoint à contre-cœur et, selon Ryan, a passé plusieurs séances à blâmer tout le monde avant de craquer. Je ne me suis présenté à rien de tout cela. C'était leur travail à faire. Le mien était différent. J'ai continué à diriger mon entreprise. J'ai élargi notre programme d'apprentissage et j'ai fait pression pour obtenir des bourses d'études au nom de mon école technique, financée, ironiquement, par les bénéfices du tout premier développement qui m'avait ramené dans leur orbite. Nous avons nommé l'une des bourses le fonds 1%, mais pas pour l'échec. Pour les 1% d'enfants qui sont assez courageux pour briser les schémas de leur famille. Dans l'essai de candidature, nous posons une question, parlez-nous d'un moment où quelqu'un vous a sous-estimé et de ce que vous avez choisi de faire ensuite. Voici la partie que j'aurais aimé que quelqu'un dise à la Juliette de 18 ans, et peut-être la partie que vous devez entendre. Naître dans une famille ne signifie pas que vous leur devez votre santé mentale, vos économies ou vos secondes chances. L'amour sans respect n'est qu'un contrôle dans un emballage plus joli. Vous avez le droit de fixer des limites même si les gens vous traitent d'égoïste. Vous avez le droit de dire non, même si leur voix tremble. Vous avez le droit de construire une vie où votre valeur n'est pas mesurée par la quantité de douleur que vous êtes prêt à absorber.